environnement dangereusement affecté par l'activité humaine. Le côté environnement, c'est bien sûr Le littoral, la zone côtière est un milieu très convoité. La cause principale de ces changements climatiques, c'est l'activité humaine. L'interaction entre la société et l'environnement au cœur des préoccupations d'écolo. Donc, peut-on réussir aujourd'hui le pari Maintenir le lieu de consommation Écolo, une émission hebdomadaire présentée par Souila Haddach chaque jeudi à partir de 11h. écolo. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour ce nouveau numéro de votre émission Écolo. Le thème choisi aujourd'hui est le parc national de Chelia. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Fatma Zohra Boumgouès, cadre département, animation et vulgarisation au niveau du parc national de Chelia, Monsieur Souane Mohamed, chef de service, gestion du patrimoine, études et programmes au niveau de la conservation des forêts à la wilaya de Blida, et Monsieur Yassine Khachna, président de l'association Les Amis de Chelia. Donc, le parc national de Chelia, classé en 2003, réserve mondiale de la biosphère, cette aire protégée qui s'étend sur une superficie de 26 587 hectares, elle constitue le deuxième plus grand parc naturel d'Algérie, après celui d'Al-Qala. Il recèle une diversité biologique considérable, dépassant les 1000 espèces entre faune et flore. Donc, tout au long de cette émission, on va essayer de revenir justement sur l'importance d'une telle biodiversité, sur l'équilibre de l'écosystème. On parlera aussi des mesures prises par les pouvoirs publics pour le maintien de cet équilibre, le développement de l'écotourisme dans cette région, et bien sûr le rôle des mouvements associatifs afin de sensibiliser les citoyens sur l'importance et les bienfaits de cet espace naturel protégé. Donc, Madame Boumgouès, avant de rentrer dans le vif du sujet et débattre des points que je viens de citer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots cet espace ? Bonjour, merci pour la radio internationale de cette invitation. Le parc national, on peut dire que c'est un établissement public à caractère administratif, et il est créé dans l'ère de l'Algérie indépendante en 1983, juillet 83, par un décret présidentiel. On peut dire aussi que c'était une aire protégée à un statut national et international. Un statut national par le fait que c'est un parc national, et international par le fait qu'il est dans le groupe des réserves de biosphère. Je peux apporter un détail en plus concernant la réserve de biosphère. Il est créé en novembre 2002. Cela par le fait qu'il joue deux rôles vitaux. Il représente un exemplaire d'habitat de l'Atlas, un habitat exemplaire de l'Atlas, oui, et aussi l'approvisionnement de plusieurs zones, que ce soit en montagne ou en piémont, de l'eau potable. C'est-à-dire deux facteurs déterminants pour le classement d'une aire, parc national, d'une aire naturelle à une réserve de biosphère. C'est un parc national qui recèle des différenciations ou des spécimens importants, oui, ou une biodiversité importante qui dépasse, oui, 1657 espèces. Entre faune et flore. Entre faune et flore, 1000 espèces floristiques. Et l'autre partie, c'est la partie qui recèle la faune. On peut dire aussi qu'on a plus de 31 espèces dans le groupe des aviphones,
où on présente 11 espèces protégées et il y a plus de 430 espèces dans la famille des insectes. La richesse biodiversité, elle est déterminée aussi par le fait que dans la flore, il y a 82 familles botaniques. Aussi, le fait une aire naturelle, comme toutes les aires naturelles, a des rôles déterminants que joue sur le territoire, à différents niveaux. Oui. On peut dire aussi, on peut dire qu'il y a un rôle primordial, c'est la conservation et la préservation des richesses naturelles de toute affectation et dégradation, que ce soit humaine ou naturelle, parce qu'il y a des dégradations qui peuvent être provoquées, causées naturellement. Aussi, il y a le facteur ou l'action ou le rôle, c'est le développement durable. Le développement durable par le fait que c'est une aire naturelle qui est anthropisée, où la présence de l'homme, c'est une présence qu'on a héritée de les différentes aires précédentes, mais c'est un cas concret qu'on est devant qu'on vit et qu'on doit le gérer d'une manière intelligente. La présence humaine, ce qui a fait la valeur du parc national en le classant en réserve de biosphère, parce que les réserves de biosphère, c'est qu'elles jouent aussi un rôle par la présence humaine, où il y a la préservation du savoir-faire humain. Oui. Aussi, le deuxième rôle, on a dit que le développement rural, il y a aussi le développement des activités écotouristiques. Je dis écotouristique par le fait qu'il y a une richesse naturelle à préserver, et aussi on peut s'approvisionner pour la distraction de l'homme par l'utilisation de cette aire naturelle pour différentes activités et sports en relation avec la nature. On peut dire aussi que c'est un laboratoire de recherche qui est ouvert aux différentes universités de proximité ou d'autres à l'échelle nationale. On peut dire qu'il y a une relation très importante et une collaboration bien connue avec l'université de Babzoua, l'université de Blida, Tizi Ouzou et d'autres universités. Et l'activité essentielle qu'on joue, c'est la vulgarisation et la sensibilisation de toutes les différentes tranches de la société, mais beaucoup plus les enfants, parce qu'on a remarqué que les enfants sont ils absorbent les informations, ils sont bien placés pour transmettre ces informations au niveau de leur famille et aussi au niveau de l'environnement. Oui, donc justement, Monsieur Souane, la conservation des forêts est un partenaire majeur dans la préservation de ce patrimoine forestier. Donc justement, quelles sont les actions menées par votre département en vue de préserver cette biodiversité considérable? Merci madame, merci de nous avoir invités. La conservation des forêts gère, développe et préserve tout le patrimoine forestier à tous les échelons. Ça veut dire que nous, au niveau de la wilaya de Blida, nous avons 17 000 hectares régis en parc national. Ça veut dire que le parc national fait partie de la conservation de Blida en grande partie, ça veut dire les 17 000 hectares sur les 26 000 que compte le parc national de Chalère. Notre mission essentielle, du fait que le parc national fait partie du patrimoine de la conservation des forêts de Blida, sur les 65 000 que forme le patrimoine forestier de la wilaya de Blida, 17 000 sont régis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parc national. Ce territoire qui recèle un patrimoine, qui recèle une diversité faunistique et floristique très importante, bien sûr que les pouvoirs publics et la conservation des forêts de la wilaya de Blida font de ce territoire une des priorités, que ce soit en matière de développement, en développement rural, ou là en matière de protection. Ça veut dire que nous sommes en train de mettre tous les moyens dont dispose la conservation, surtout pendant la période de l'été, oui. Où il y a un dispositif de lutte contre les incendies, oui. Spécial chez les Rhin. Oui. Ça veut dire que
la majorité de nos moyens sont disposés au niveau, bien sûr, avec la collaboration du Parc national, de la protection civile. Donc tous les moyens sont mis en place pour protéger ce patrimoine, qui est un patrimoine très important, surtout que la région centre du Parc national que fait la commune de Chréa connaît une affluence très importante. Ça veut dire que cette influence vis-à-vis de la conservation peut nous causer beaucoup de problèmes, surtout pendant la période estivale. Il y a beaucoup de gens parce que aussi la période des vacances. Oui, comme l'a dit ma collègue du Parc national, le Parc national dans sa totalité et les zones qui sont le plus fréquentées sont dans la wilaya de Blida. Oui. Et ça veut dire le Parc national reçoit à peu près jusqu'à 2 millions de visiteurs an. Donc tout ce monde-là, il faut l'orienter, il faut le préparer. Surtout que nous avons la zone de Hammam Loued, la zone de Chréa et la zone de Chifa. Pour faire face à tous ces fléaux-là, la conservation des forêts avec bien sûr les instances de la wilaya, nous sommes en train d'essayer d'absorber un petit peu toute cette masse qui va surtout vers le centre de Chréa, en créant des forêts récréatives à la limite du parc national. Ça veut dire que nous avons déjà créé une forêt récréative au niveau de Bouarfa sur l'axe routier qui mène vers le parc national, vers Chréa. Nous avons en projection d'autres forêts récréatives qui sont en cours d'étude et qui vont absorber peut-être le maximum de gens et essayer de diminuer cette affluence vers le centre de Chréa, parce que déjà la cédrée en elle-même se trouve dans la commune de Chréa. Donc c'est le cœur du parc national, et là il y a le plus de monde. Oui. Donc il faut absorber le maximum pour essayer d'orienter toute cette population et ces visiteurs vers les régions limitrophes du parc national. Oui, donc justement, la sensibilisation des citoyens sur certains comportements qui peuvent nuire ou menacer la pérennité de l'écosystème, c'est aussi le rôle des associations. Justement, Monsieur Urchna, vous êtes président de l'association Les Amis de Metidja. Pouvez-vous nous parler de Chréa, donc, pouvez-vous nous parler du rôle que joue votre association justement pour sensibiliser et informer les citoyens sur l'importance de la protection de l'environnement et d'un tel milieu naturel? Merci, bonjour. Et merci pour l'invitation. Voilà notre association Les Amis de Chréa qui œuvre pour la préservation des richesses forestières au niveau du parc national telles que la flore et la faune. Oui. Aussi pour le développement, l'écotourisme et le développement loisirs culturels et sportifs. Oui. Voilà. C'est vrai, comme il m'a dit mon ami Mohamed, parmi Chréa, elle reçoit plus de 2 millions de visiteurs par an et c'est ça la menace. Oui. Voilà. Donc, parmi le flux des visiteurs, certains ne font aucun effort pour garder le site propre. Ça, il faut le dire. Oui. Provoquant un envahissement des ordures. Et malgré les panneaux de sensibilisation sont mis un peu partout par le parc national, mais les gens restent à faire... Le manque de civisme existe. Voilà, exactement. Voilà. Donc... autre chose, il y a des gens qui font des barbecues, Oui. donc au pied de l'arbre, qui provoquent aussi la mort de l'arbre, malheureusement. Et il y en a beaucoup de jeunes, les Soblins aussi, font des graves, des noms, des cœurs un peu partout qui traumatisent l'arbre. Oui. Voilà. Donc notre association œuvre pour la sensibilisation. Premièrement, on travaille beaucoup avec les enfants. Donc chaque année, on prépare et on programme un programme qui touche Chréa concernant la nature. Donc il y a des concours, des dessins, des exposés. Donc vous ciblez la catégorie surtout, des les écoliers jeunes, et les étudiants. Et il y a des randonnées qui s'organisent très souvent.
c'est pour mettre les jeunes enfants et tout âge en contact directement avec la nature, tout en la découvrant. Et aussi éviter et initier les jeunes à planter, la manière de planter les arbres. Voilà. Et il y a des déployants qui... exactement, oui. Oui. Et aussi, on travaille beaucoup en collaboration, bien sûr, avec le Parc national et la conservation, et je les remercie parce que grâce à eux aussi, on a pu créer notre propre pépinière de cèdre. Oui. Et puis voilà, donc maintenant, comme il a dit aussi mon ami, maintenant c'est la saison, on commence à préparer la saison des incendies qui ravagent des hectares et des hectares chaque année. C'est un nouveau phénomène en Algérie, espérant qu'on met fin à cette... Oui, d'où l'importance de la sensibilisation et l'information pour peut-être diminuer ce genre de problème. Donc justement, la ressource animale du parc de Chéa représente un taux de 26% de la faune nationale. Donc Madame Boumgouès, quelles sont les espèces existantes? Bien sûr, les plus dominantes, on ne va pas les citer toutes, mais les plus importantes. Et par exemple, est-ce qu'il y a des espèces où on remarque un retour de quelques espèces au niveau du parc? Merci. Concernant les espèces faunistiques recensées dans l'inventaire du parc national de Chéa, on peut dire que concernant la faune mammale, on a recensé plus de 11 espèces. À leur tête, le singe magot, Macaca sylvanus, qui se présente au niveau de la route nationale numéro 1, plus exactement, au ruisseau des singes, ou plutôt la commune de Chefa. C'est une espèce, on peut dire que c'est une espèce emblématique du parc national de Chéa, mais c'est qu'il vit, il est touché par un comportement qu'on considère comme étant écologue, un comportement néfaste de l'homme, c'est que lui, en pensant qu'il est en train de lui faire du bien, mais il est en train de le nuire à sa santé par l'approvisionnement et lui donnant de la nourriture, qui généralement c'est une alimentation riche en sucre et qui n'est pas une nourriture naturelle. Donc, lui, par sa présence qui est remarquée et observée, c'est qu'il existe dans son air naturel. C'est-à-dire qu'il peut s'approvisionner lui-même de ce qu'il existe dans le couvert végétal qui est l'habitat du singe magot au niveau des ruisseaux des singes ou les différentes falaises de la Chefa. Mais le comportement humain, c'est qu'il est en train de le nuire. Et il y a un constat d'un expert français qui a fait la visite lors de l'année 2008. Oui. En disant que le singe magot, il est en train de vivre, ou on peut le qualifier comme un singe obèse. L'obésité, elle peut être exprimée par le fait qu'il est en train de prendre du poids qui lui empêche le bon déplacement et s'approvisionner naturellement, et aussi lui causant aussi des caries des dents. Alors, la carie des dents et le poids, c'est-à-dire deux empêchements d'une existence naturelle d'un animal dans un habitat naturel. C'est bien de le voir, de l'aimer, de l'apprécier, mais tout en respectant son mode de vie. Son mode de vie. La sensibilité aussi, concernant pour que je me désoriente plus, c'est que la faune mammale, elle est remarquée aussi par la présence d'autres espèces telles que le chacal doré, le renard roux, le sanglier, la loutre, qui est un peu, on peut pas dire qu'elle est extincte, oui. Mais la présence de traces mentionne qu'il y a une grande possibilité qu'elle a encore gardé son air naturel. L'espèce qu'on a cru qu'elle fut disparue, et on revient de la voir surtout par les riverains, c'est la hyène rayée.
L'ayen rayé, ces derniers temps, surtout dans la région de Nhawa, la commune de Ain al-Romana, c'est qu'on a toujours, surtout les deux dernières années, on a observé une présence remarquable de cet animal et qui mentionne que l'habitat naturel, il est bien en équilibre et qu'il renferme toutes les composantes de l'existence des animaux naturels pour une stabilité de vie et une continuité de vie, qui assure et qui mentionne une biodiversité remarquable et qui reflète les chiffres qu'on est en train de mentionner vu la richesse naturelle nationale, par rapport à la richesse naturelle nationale. Oui, justement, Monsieur Souen, on parle des espèces faunistiques existantes dans le parc. Est-ce qu'il y a la conservation des forêts joue un rôle aussi important sur la préservation de ces animaux concernant la chasse? Est-ce qu'il y a, par exemple, vous avez trouvé des citoyens qui font ça? Non, la chasse est fermée depuis des années. Depuis les années 90, la chasse c'est pour cela que la multiplication de cette faune, ça veut dire que nous remarquons ces dernières années qu'il y a un retour très important de la faune à travers nos forêts. Elle vient de parler du lien rayé. Nous l'avons attrapé accidentellement au niveau de la région de Mouzaya, et c'est à partir de là que cette espèce-là, dont tout le monde disait qu'elle n'existait plus en Algérie, donc là on l'a croisée par hasard. Par hasard, elle est tombée dans un piège qu'un citoyen, qu'un fellah, avait fait pour les sangliers. Donc c'est une espèce qui existe et elle commence à se populer beaucoup dans cette région ouest de la wilaya. Donc en matière de protection de la faune, nous avons nos brigades qui tournent à travers toute la wilaya. Il n'y a pas de chasse pour le moment, il n'y a pas de chasse. Elle est interdite par la loi. Elle est interdite, il n'y a pas de braconnage parce que les gens n'ont pas de fusil aussi. Et nous sommes en train maintenant avec la fédération de chasse de la wilaya qui vient d'être formée depuis une année à une année et demie, et nous sommes en train de reprendre ces associations de chasse à travers la wilaya qui existent un peu partout, dans toutes les darates de la wilaya. Nous sommes en train de les organiser parce qu'il y a une nouvelle loi, la loi de la chasse, qui est venue, donc il faut qu'ils s'adaptent à la loi. Donc c'est à partir de là, nous avons reçu même des demandes pour les battues administratives, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chasse, il y a, comme le sanglier, c'est un animal néfaste, surtout pour l'agriculture et pour la Corse. C'est pour cela qu'il y a des APS et des communes qui sont en train de nous demander d'organiser des battues administratives. Ces battues-là visent à diminuer l'effet néfaste du sanglier. Le sanglier fait partie d'un processus, d'un équilibre écologique, c'est tout à fait normal. Oui, c'est clair, l'infection de n'importe quelle espèce... Exactement. Il est surnommé le laboureur de la forêt. Oui. Donc c'est lui qui laboure la forêt, donc c'est lui qui donne l'avantage à la forêt de se régénérer. Donc, mais quand il n'y a pas de chasse, quand il n'y a pas d'ennemis, donc automatiquement il y a une cassure au sein de l'équilibre écologique, donc il y a une population de cette espèce, et il y a pas mal de communes qui sont en train de demander à ce que des battues administratives, les battues administratives sont organisées avec les associations de chasse, oui. Donc toute la procédure administrative est faite par l'administration des forêts. Et c'est pour cela que notre orientation, surtout sur le territoire central de la wilaya qui est formé par le parc national, et nous avons d'autres forêts à l'est et à l'ouest du parc national, donc là nous avons à peu près 65 000 hectares au niveau du territoire de la wilaya en forêt. Donc nous avons des brigades qui sont en train de tourner pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas de braconnage. Oui. Mais
jusqu'à maintenant, ça veut dire, jusqu'à maintenant, la chasse est interdite, le braconnage, il est très infime, pour ne pas dire nul. Oui. Je ne veux pas dire nul 0,0, mais ça n'existe pas pour le moment. La présence déjà de ces espèces, de ces nouvelles espèces est oui. La preuve que... Exactement, parce que cette espèce, parce que je disais tout à l'heure, je parlais de l'INRI, elle a été attrapée, donc elle a été blessée, nous l'avons soignée et nous l'avons remis à la nature. Donc tout à l'heure, on parlait de la présence des différentes espèces. Une preuve que l'habitat du parc national est en bonne, on peut dire qu'il est en bonne santé. Donc, Monsieur Khchna, le rôle de l'association, c'est la sensibilisation, l'information. Donc, il n'y a pas que les forêts, il y a aussi les animaux. Donc, puisque tout à l'heure, vous avez dit que la catégorie des enfants, c'est vous ciblez plus les enfants. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, des animations par rapport à l'importance de ces espèces au niveau du parc? Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées à la région de Hamdaniya en collaboration avec le parc national de Chléa pour sensibiliser les passagers, les visiteurs, pour ne pas donner manger aux singes magots parce que c'est néfaste, c'est très mauvais pour sa santé, oui. Bien sûr. Aussi, il y a des sorties en collaboration toujours, même avec l'équipe de la conservation des forêts ou bien avec le parc national, oui. Au profit des enfants, des élèves à Chléa, pour qu'ils expliquent un peu sur les animaux, ils ont leurs propres questions. Vous savez, les enfants, ils ont leur propre monde, ils voient autrement Chléa. Oui, justement. On essaye de passer le message oui. maximum, voilà. Très bien. Donc, et justement, tout à l'heure, on parlait d'un phénomène qui est quand même très important, mais en même temps, il est néfaste pour la forêt, c'est les incendies de forêt. Donc, c'est l'une des menaces les plus importantes dans cet espace. Donc, en quoi consiste le dispositif de surveillance pour éviter ce genre d'incendie ou peut-être de minimiser l'impact si incendie existe? Donc, concernant ce volet de protection, l'administration des forêts, l'une de ses missions essentielles, c'est la protection du patrimoine forestier. Donc, et surtout quand il s'agit d'un patrimoine aussi riche et aussi important que le parc national de Chléa, qui est classé réserve de la biosphère. Donc, nous mettons chaque année un dispositif spécial Chléa. Donc, c'est des brigades de contrôle qui tournent sur tout le territoire de la wilaya. Nous mettons des postes de vigie qui surveillent tout début d'incendie et nous mettons en place des brigades de première intervention qui sillonnent aussi le territoire, bien sûr, tout en travaillant toujours en collaboration avec le parc national. L'administration des forêts dispose de plus de moyens que le parc national, donc nous mettons le maximum de nos moyens sur là où il faut le plus protéger. Parce que nous avons des territoires qui recèlent une richesse floristique et faunistique très importante. Là, nous essayons d'axer tous nos moyens humains et matériels vers ces zones-là pour les protéger au maximum. Donc, il y a toujours la collaboration de la protection civile qui met tous ses moyens pendant l'été à travers toutes ces structures à l'échelle de Dairat, etc. Il y a une brigade qui est installée au niveau de Bni Ali, une brigade mobile installée au niveau de Bni Ali, avec pas mal de moyens de la protection civile, destinés au parc national surtout. Oui. Et surtout, elle ne fait que ça. Ça veut dire que ces moyens-là, ces gros moyens de la protection civile sont installés au niveau, à la limite du parc national, et qui ne vont intervenir que à l'intérieur du parc national. Et là, bien sûr, avec tous les moyens de sensibilisation que nous sommes en train de réaliser avec la protection civile, avec le parc national en matière, surtout, je suis en train de parler de la sensibilisation contre les feux de forêt, en dehors
de la sensibilisation en matière de protection du patrimoine. Oui, c'est clair. Voilà. Ça veut dire que nous avons 18 brigades qui sont installées, 18 brigades mobiles qui sont en train de sillonner le territoire de la wilaya, avec bien sûr des CCFL, des petits véhicules de première intervention et des camions ravitailleurs. Et tout à fait clair qu'il y a bien sûr les gros moyens de la protection civile, qui est une des missions, de ces missions, l'extinction du feu. Ça veut dire que l'administration des forêts intervient en premier, elle fait la première intervention. Ça veut après, c'est la protection. Après, si le feu prend d'ampleur, c'est tout à fait normal qu'il faut faire appel à la protection civile qui ramène les grands moyens. Et il n'y a pas que la protection civile, quand il y a un grand feu, c'est le plan ORSEC de la wilaya qui est déclenché. Ça veut dire que les moyens des autres structures, des APC, tous les moyens de la wilaya sont mis en place, y compris les moyens de l'ANP. Y compris les moyens de l'ANP qui interviennent. Nous avons eu des exemples ces 3 dernières années, au niveau de Beni Ali, où le feu a pris de l'ampleur et il commençait à toucher même la Cédrée. Donc tous les moyens de la wilaya ont été mis sur place, bien sûr avec les autorités locales. Oui. Il m'a rien laissé pour s'exprimer, mais je peux dire que la sensibilisation, c'est que la sensibilisation ou la collaboration pour l'élaboration du plan anti-feu, elle se fait étroitement avec tous les secteurs, beaucoup plus en détail avec la conservation des forêts. Et aussi avec la protection civile, et on a introduit un autre secteur qu'on peut dire qui va apporter plus, c'est la gendarmerie nationale, où on a ces derniers temps il y a eu des formations qui est destiné aux officiers, au personnel de la gendarmerie, et aussi réciproquement, c'est qu'il y a la gendarmerie a pu former les éléments en police forestière dans l'investigation des feux de forêt. On peut dire aussi que l'année 2007 et 2012, elle a connu des incendies d'une importance qui a touché un couvert végétal dont la superficie était importante, et par le fait, j'ai spécifié 2007 et 2012 par le fait que c'était 2 années les plus arrosées. Alors, là où il y a une importance précipitation, que ce soit exprimée en neige ou en grêle ou en pluie, c'est qu'il y a la repousse du couvert végétal ou du sous-bois ou les herbes adventives. C'est les vecteurs principaux de la transmission de intichar, les incendies. Alors c'est pour cela que la sensibilisation elle est destinée, et on saisit toutes les occasions de célébration des journées environnementales pour sensibiliser les enfants, et on saisit toujours les moyens de communication, que ce soit l'ourdou, la radio, la presse, pour transmettre le message que les incendies ne sont pas la préoccupation des institutions étatiques, mais c'est la préoccupation aussi du citoyen. S'il y a on doit supprimer le terme de manque de civisme, parce que chacun de nous a un pourcentage ou des connaissances et des informations en civisme, mais je peux dire que c'est de la négligence. Alors, il vaut mieux être vigilant et connaître son rôle et ne pas négliger des comportements qui peuvent être néfastes et conduire pour produire des fléaux irréversibles. Parce que le feu, généralement, si on perd une plante rare ou rarissime, c'est qu'on ne peut pas la récupérer, même si on a une banque de semences, ou rien n'est sûr pour qu'on peut reproduire la même espèce, ou avoir le même couvert végétal tel qu'il existait. Car le feu, si vous permettez, car le feu, s'il y a feu, surtout en forêt, il y a des écosystèmes, il y a plusieurs écosystèmes qui vont disparaître. Oui.
Et c'est très difficile de reprendre ces écosystèmes malgré qu'il y a une reprise végétative. Après chaque incendie, il y a une certaine reprise végétative sur la strate herbacée. Et même avec l'appui, bien sûr, de l'administration des forêts en matière de reboisement ou de repeuplement, on ne va plus reprendre ce qu'il y avait. Ça veut dire qu'un feu peut faire disparaître une forêt de 2000 ans. Oui, c'est clair, on ne peut pas recréer un habitat naturel qui existait depuis des années. Il y a des forêts, il y a des cèdres au niveau du parc national qui sont des millénaires. Ça veut dire couper ou brûler un arbre millénaire, il faut attendre aussi 1000 ans. Il faut attendre 1000 ans. Ah oui. Donc justement, est-ce qu'il y a la reconstitution et la réhabilitation de certaines espèces végétales? Par exemple, tout à l'heure vous parliez de la cédraie. Est-ce qu'il y a... Oui. Ben oui, bien sûr. Nous avons, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, nous avons créé déjà une pépinière à la rentrée du parc national, en collaboration bien sûr avec le parc national de la conservation. Il y a une pépinière spéciale cèdre. Et cette pépinière-là est destinée pour étendre, parce que, y compris le parc national, a un programme de reboisement et de repeuplement pour la cédraie. Ça veut dire qu'il y a une extension de la cédraie, et ça c'est visible, que tous les visiteurs peuvent voir. Il y a une extension de la cédraie vers l'est. Il y a une très bonne cédraie qui est en train d'arriver. Si on va essayer de la protéger au maximum, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas... Mais il y a un programme assez conséquent pour étendre le patrimoine et essayer de récupérer ce qui est en train de perdre. Parce que nous sommes, c'est malheureux de le dire, mais nous sommes en train de perdre chaque année des centaines et des centaines et des centaines d'hectares de forêt. Toute espèce confondue, il n'y a pas que le cèdre, il y a le chêne-liège. Nous avons à peu près une affaire de 600 hectares au niveau de la wilaya de Blida qui a complètement disparu. Il ne reste que l'air. Dans les années passées, on était parmi les pays exportateurs de liège. On était le premier pays de la Méditerranée en matière d'exportation de liège. Maintenant, avec tous les incendies qu'on est en train de connaître, surtout pendant cette décennie noire que le pays vient de connaître, nous avons perdu beaucoup. Et reprendre une forêt de chêne-liège, il faut attendre. Oui. Il faut attendre. Il y a une reprise végétative, parce que le chêne-liège repose, c'est-à-dire revient, mais il faut attendre beaucoup d'années pour essayer d'avoir la même qualité, la même... arriver à avoir la production aussi, avoir la production de chêne-liège. On est en train c'est-à-dire l'administration des forêts est en train de planter du chêne-liège, toujours dans l'aire du chêne-liège, parce que nous avons l'aire du chêne-liège qui s'étale d'est en ouest, la wilaya de Blida. Oui, donc d'où l'important. Oui, monsieur Hirschner. Oui. Moi, je parle toujours sur les incendies. Oui. Donc, malgré les travaux préventifs tels que désherbage et autres, et malgré les efforts fournis sur place pendant la saison, moi, en tant qu'association, je pense que Sheria mérite plus de moyens. Plus que, malheureusement, plus de 35 ou 40% des incendies sont des incendies provoqués volontairement. C'est une vérité amère, mais il faut le dire. C'est un patrimoine qui nous appartient tous, autant qu'Algériens. Donc on doit faire tout notre possible et on les sujets tabous. C'est une forêt, c'est peut-être la plus belle cédraie au monde, c'est la plus grande cédraie au monde. Oui, donc justement, de l'importance, beaucoup de moyens. Voilà. Oui, pourquoi pas ne pas avoir des canadaires? Je vois pas. On est capable d'avoir, on a des pilotes et on chômage. Voilà. Oui, peut-être. Non, parce qu'on voit à l'étranger des forêts, des simples forêts, ils ont 3, 4, 5, 6 canadaires en rayon de 3 km. Oui. Oui, voilà, donc il faut penser à ça aussi. Oui, donc, beaucoup de moyens. Oui, c'est clair, donc le manque de moyens et voilà, aussi... malgré beaucoup d'efforts, donc le cas des forestiers
la protection civile, ou là, les sandwichs, et puis à chaque fois, il y a un feu, il y a une intervention. À 2 h du matin, il y a une autre feuille de feu à déclencher. Donc attention, c'est beaucoup oui, d'efforts. Oui, c'est un travail. Mais il faut beaucoup de moyens aussi. Oui, beaucoup de moyens. Oui, donc les moyens. Le parc national, c'est grand, c'est immense, donc voilà. Les moyens aussi, voilà, le civisme des citoyens. On va peut-être cela va réduire peut-être ce genre de. Oui, pour les incendies, chacun trouve ses intérêts. Attention, il faut dire, il y a les incendies qui sont provoqués volontairement. Donc la conservation, l'autorisation pour abattre les arbres, comme ça. Oui, d'où l'importance de sensibiliser et informer. Donc, justement, aujourd'hui, le parc de Chléa est présenté comme un pôle touristique très important. On peut développer et promouvoir le tourisme dans ce parc. Donc, justement, Madame Boungaous, quels sont les moyens mis en place pour développer l'écotourisme dans ce parc? Est-ce qu'il y a, par exemple, une réhabilitation des infrastructures existantes déjà ou des projets pour construire d'autres infrastructures? Si vous me permettez d'ajouter un complément concernant la lutte contre les feux de forêt, c'est qu'on doit être conscient que l'existence du parc national de Chléa sur l'Atlas blidéen et sur la zone centrale de l'Atlas blidéen, c'est qu'il est en train de jouer plusieurs rôles. Le rôle d'une barrière contre les effets climatiques qui viennent du sud. Une barrière contre le sable qui peut... C'est une barrière végétale. Nuire au couvert végétal. L'existence du couvert végétal, c'est qu'il est on peut le considérer comme un facteur qui joue à l'approvisionnement de la source stratégique dans nos jours-là, c'est l'eau. S'il n'y a pas ce couvert végétal existant sur l'étendue de 26 580 hectares qui permet l'approvisionnement de la nappe phréatique sous les montagnes de l'Atlas blidéen, c'est qu'on est en train de rencontrer un problème d'approvisionnement en ressources, en sources naturelles stratégiques. C'est-à-dire ce rôle-là, en plus, le rôle que laboratoire ouvert pour la recherche scientifique. Et vous venez d'évoquer le sujet de l'écotourisme. L'écotourisme dans le parc national, c'est qu'on le voit, c'est une activité qu'on ne peut pas s'en passer, mais toujours il y a des normes de pratique de cette activité. C'est qu'on ne doit pas réfléchir aux structures grandioses ou des hôtels à 5 étoiles, mais c'est que déjà il faut respecter la nature de la région. C'est que on peut instaurer ces structures-là dans la zone périphérique, parce que le zoning du parc national de Chléa, il est en trois parties. Il y a la partie centrale qui est caractérisée par la richesse et la biodiversité. C'est une zone qui est destinée à la recherche scientifique et la conservation de la biodiversité. Il y a la zone tampon qui aussi c'est une zone qui complète la zone centrale, où il y a l'existence d'autres écosystèmes complémentaires et le nichage et l'existence, elle abrite aussi une biodiversité faunistique. Et la zone périphérique où le gestionnaire peut, ou tous les secteurs aimant et voulant développer des infrastructures touristiques, ils peuvent s'exploiter dans cette zone périphérique. Parce que si on installe des infrastructures hôtelières ou autres dans le sommet, c'est qu'on a tué le plaisir de découvrir et d'exploiter la richesse naturelle. C'est qu'on a aussi minimiser la possibilité de la création de postes de travail, mais si on les installe au piémont, c'est qu'il y a une grande possibilité de création de postes de travail, il y a une possibilité de créer de diverses activités. Par exemple des randonnées. Les randonnées, le cyclisme, plusieurs activités, le sport,
le sport pratiqué, aussi, on peut le pratiquer avec les chevaux, le développement de l'activité d'équitation. C'est que donc on peut développer l'écotourisme, mais tout en respectant l'air, les habitats et les écosystèmes naturels. Oui, justement, tout à l'heure, vous avez évoqué un point très important qui est les changements climatiques. Aujourd'hui, sensibiliser les citoyens non seulement sur la nécessité d'améliorer le cadre de vie quotidien, mais également sur les défis des changements climatiques qui deviennent de plus en plus menaçants et aussi importants. Oui, oui, bien sûr. Le parc national de Chéa, il a son impact environnemental, c'est méditerranéen. Donc attention, c'est un peu grand, ça il joue un grand rôle. Et puis si on parle de l'équipement, c'est vrai, pour injecter un équipement à Chéa, il faut une réflexion large et une étude profonde par rapport à l'impact socio-économique et environnemental. Et puis pourquoi pas ne pas rénover ce qu'il y a. Oui, la réhabilitation des infrastructures existantes déjà. Et puis ça ne demande pas des bâtisses modernes, classiques. 5 étoiles comme impact. Oui. Voilà. Oui, donc toujours dans un souci de développement durable, du respect de... Pardon, il y a même le droit de regard. Pourquoi vous faites une bâtisse et vous m'interdisez le regard vers l'horizon, vers l'autre montagne. Donc il faut revoir, il faut une étude vraiment profonde. Oui, il ne faut pas injecter comme ça par un simple... Oui, donc une stratégie bien définie. Donc peut-on aujourd'hui, peut-être une dernière question, donc le parc dans toutes ses dimensions écologiques, touristiques, culturelles, socio-économiques, peut-il un jour devenir un pôle d'excellence pour le développement durable de la région? Il est déjà. Il est déjà. Oui. On ne va pas attendre des années pour que cet espace naturel puisse être, c'est-à-dire cette importance, il a une importance internationale pour le moment. Donc il joue un rôle très important dans le cadre du développement et dans le cadre du tourisme. C'est-à-dire, c'est un espace qui est déjà ouvert, c'est pas un espace fermé. Oui. Donc le parc national, c'est un espace qui est ouvert et ouvert à tout le monde. Même pour l'investissement touristique, c'est un espace qui est ouvert, avec bien sûr, tout en prenant en considération que c'est un espace qui est à protéger, qui est fragile, qui est très fragile aussi, hein, parce que vous avez tout à l'heure parlé des problèmes, c'est-à-dire des changements climatiques. Les changements climatiques sont très néfastes pour la nature. Oui, justement. Sont très néfastes, ça veut dire que maintenant, la période de sécheresse s'échelonne sur 7 mois, 8 mois. Oui. C'est très important, ça veut dire que nous allons partir beaucoup plus vers une sécheresse importante. La sécheresse veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'incendies, qu'il va y avoir la disparition de pas mal d'espèces. Oui, puisque les conditions de vie... Et ça peut être quelque chose ça va créer un déséquilibre. Irréversible, hein, car ça peut être irréversible. Et les gens beaucoup plus ignorent tout cela. Ça veut dire que nous vivons de cette nature. Cette nature-là, c'est notre vie. Oui. Certainement, il est en train de jouer un pôle par excellence par le fait qu'il y a un témoignage de l'extérieur que la cédraie du parc national est l'une des cédraies les plus jeunes au niveau méditerranéen. Et aussi, ce rôle il est concrétisé par les programmes de coopération que connaît le parc national à travers la Direction générale des forêts, où il y a un programme parc national ou Direction générale et FEM, dans deux programmes, la composante de gouvernance et la composante biens et services écosystémiques. Et c'est que ces deux programmes ils sont en train de se concrétiser et de se réaliser au niveau du parc national de Chéa. Concernant le rôle éco-développement et tourisme, c'est que le parc national ne réserve aucun effort pour présenter un service écologique et touristique
touristique pour les visiteurs en installant toujours des infrastructures qui conviennent avec l'activité du tourisme par l'amélioration des aires de détente, aux tables, aux bancs, aux différents niveaux de la route nationale numéro 1 à Hammam El-Wan, à Shri'a et à Hamdania. Oui, monsieur, Voilà. un dernier mot. Merci. Donc, Shri'a, c'est un site touristique par excellence. Mon souhait est que tout le monde soit conscient que Shri'a, c'est un cadeau offert par notre Dieu puissant à notre chère Algérie. Donc, la moindre chose, c'est la préserver, alors soyons armés de civisme. Espérons que le message est écouté par tout le monde et donc on arrive à la fin de notre émission. Merci chers invités d'avoir été présents avec nous sur ce plateau. Donc je rappelle Madame Fatma Zahra Boumgouès, cadre département animation et vulgarisation au niveau du parc national de Shri'a, Monsieur Souane Mohamed, chef de service gestion du patrimoine, études et programmes au niveau de la conservation des forêts à la wilaya de Blida et monsieur Yassine Khechna, président de l'association Les Amis de Shri'a. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'info continue et on continue sur Radio Algérie Internationale. Bonne écoute.